Un studio d'enregistrement, une journée d'hiver à Saint-Étienne et une discussion autour des expériences passées de la schizophrénie par des personnes en rétablissement. Le micro est ouvert. Quels sont les mots qui vous viennent pour désigner votre état passé ou actuel? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une part de choix dans la survenue de vos crises et la manière dont elles impactent votre vie actuelle? Alors, moi, Léo, médiateur Saint-Père, le mot que je dirais, ça serait le choix. Parce que quand on arrive dans le milieu psychiatrique, tout ça, en fait, on a le choix avec le diagnostic, de l'accepter ou pas, ou d'aller dans les soins ou pas, en fait. On est libre de choisir si on reste au fond de la piscine ou si on veut remonter, en fait. Donc, le choix et je dirais adaptation. Parce qu'une fois qu'on fait le choix d'accepter ce qui nous arrive, sans pour autant se laisser faire et de s'adapter à tout ce qui peut nous tomber dessus et tout ce qu'on vit, donc je dirais que ça commence par le choix à la base de est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas, est-ce qu'on veut se battre ou être en harmonie, est-ce que c'est une lutte ou autre, enfin, je dirais que c'est à peu près ça le départ en fait. Moi, je dirais, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Léo, enfin, par rapport aux mots justement qu'on peut-être on peut mettre, moi, ce que je me pose, le premier que je mets dessus spontanément, c'est déconstruction en fait. Euh, je pense que le truc qui m'aide encore aujourd'hui, c'est toujours de déconstruire tout ce qu'on me raconte. Et notamment, je me dis, rien que par rapport à la schizophrène, on en parle par exemple, on en parle aujourd'hui, on n'a pas pris le temps de définir ce que c'est tout simplement étymologiquement. Schizo, donc ciseau coupé, et frêne, esprit, donc esprit coupé. Ça veut dire ça en fait, étymologiquement. Et je trouve, j'aime bien en fait du coup appliquer cette mécanique à tout ce qu'on me raconte et décortiquer les choses. C'est ce qui m'a beaucoup aidé pour peut-être être un peu moins perdu dans mes années, on va dire, d'errance, quoi. Et donc déconstruction, c'est un mot que je trouve important pour commencer par remettre du sens aux choses, en fait, ça permet ça. Et je pense que pour ma part, c'est encore aujourd'hui, c'est des fois le sens qui me manque beaucoup dans toute chose. Voilà, un petit peu pour... Après, ce que je voulais dire à propos de la schizophrénie, entre guillemets, après, toutes les connotations qu'il peut y avoir derrière, stigmatisantes, un mot voilà, qui peut être effrayant, qui peut être ce que vous voulez, mais malgré toute la souffrance que ça a pu engendrer, je suis un peu partagé entre est-ce que je suis content de l'avoir vécu parce que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui et je suis plutôt content de ce que je suis devenu, ou est-ce que j'aurais bien aimé éviter cette souffrance et ne pas avoir fait ce voyage intérieur. Et quelque part, aujourd'hui, on est au présent et je peux rien changer au passé, ça c'est certes, ça, c'est sûr. Même en frottant la lampe d'Aladin. Disons que ça m'a fait découvrir une partie de moi et je me plais à dire que j'ai plus appris sur la nature humaine à l'intérieur des murs des hôpitaux psychiatriques que j'aurais pu en apprendre à l'extérieur. Et vraiment ça, ça m'a beaucoup appris, ça m'a appris l'humilité, le respect de la différence, quoi, de n'importe quel type de différence. Ça m'a appris le respect et voilà, en fait, je me suis retrouvé, en fait. Je me suis perdu à un moment donné, et je me suis retrouvé et je suis plutôt content d'avoir réussi. Moi, les mots que je choisirais, c'est empathie et responsabilité. Empathie parce que de mon parcours, j'ai connu plein de choses cool, d'autres choses plus chaotiques, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, j'en fais une force de ce moment de décalage avec la réalité, ou peu importe comment on appelle ça au final. Moi, je dis décompensation psychotique parce que je suis biberonné d'être soignant depuis tout petit. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui commencent à être dans le parcours d'événements de vie difficiles, de décalage avec la réalité, etc.,
j'arrive un peu plus à me mettre à leur place et à essayer de comprendre comment leur faire pas, alors, soit accepter quand il y a du déni, soit progresser et vivre avec. Donc je reviens à la notion de responsabilité que j'avais dit tout à l'heure, c'est que qu'on soit responsable ou pas de ce qui nous arrive, en tout cas c'est notre corps, c'est notre esprit, c'est notre vie. Et on est responsable, comme tu l'as dit Léo, du choix qu'on a. On a le choix. Soit on se laisse aller et puis il peut y avoir des conséquences qui sont terribles, ou alors s'en sortir en survivant, si je peux utiliser le terme. Et il y a d'autres personnes chez qui l'idée de prendre en compte cette fragilité ou cette particularité, on va dire ça comme ça, bah on en est responsable de ce qu'on en fait en fait. Et c'est à nous de juger à quel niveau on veut agir vis-à-vis de ça, quoi. Là, ce qui est discuté par rapport aux mots, je pense que ça nous fait prendre conscience que les mots, enfin, ça nous parle, mais ça parle aux autres. Et c'est qu'on avait peut-être jusqu'alors une représentation qui avait une hiérarchie, avoir les mots les plus précis pour qualifier des vies, et d'avoir les bonnes catégories pour qualifier des vies. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est dit là, le développement de la pérédance, ferait prendre conscience qu'effectivement, souvent, c'est le vécu qui vient parler, et parce qu'il y a quelque chose qui a incarné. Moi, je me fais chier des fois à écrire des articles, je me couche à 3h, à 4h du matin. Et dernièrement, j'ai écrit un truc un peu plus perso. Et j'ai eu au moins 30 ou 40 messages de gens qui me disent « ça m'a parlé ». C'est dingue. Alors que je l'ai écrit en 5 heures. Je me suis jamais... Et puis ça m'a fait du bien. Et c'est paradoxal. Après, la question, c'est est-ce qu'on est équipé, chacun et chacune d'entre nous, pour composer avec tous ces mots. Tu vois, c'est ça aussi qui est intriguant aujourd'hui. La profusion de témoignages, de mots, et donc la possibilité aussi qu'on a à les choisir. Donc ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire que la hiérarchisation n'est plus faite par exemple des médias ou des hommes ou des femmes politiques, mais autrement. Mais il y en a quand même peut-être une par des algorithmes qui nous seraient un peu inconnus, et voilà. Et donc, faut qu'on fasse attention aussi à pas se perdre et d'avoir une sorte d'illusion du choix des mots, alors qu'il y a certains et certains qui s'imposent à nous. C'est marrant, je me laisse plutôt entraîner par raconter des choses aussi finalement. Et la question du choix, je pensais que je choisissais. Et pendant mon internat, en même temps que je découvrais la réhabilitation, je passais devant un grand parc qui était complètement inhabité, qui longeait un long couloir, qui jouxtait des services d'hospitalisation, puisqu'on alterne tous les 6 mois, on change de stage, et il y avait un grand parc, pas arboré, avec une espèce de chemin de ronde, là, ça faisait un chemin de prison. Et du coup, de là, c'était le début de la rencontre avec d'autres infirmiers dans différents services qui avaient envie de faire des choses, donc la création d'un jardin thérapeutique. Voilà, j'ai l'impression d'avoir choisi, d'avoir mis ce jardin en place, avec l'équipe, puis après d'avoir développé, parce que ça m'active toujours, hein. Parce que depuis, on a monté un diplôme aussi sur le sujet, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a contacté, et qui m'a dit « Est-ce que vous voudriez pas écrire ?» J'ai dit « oui, j'avais déjà écrit des articles et des machins. » Il m'a dit « Non, mais je veux pas ça. Je veux pas un article, je veux quelque chose qui vient de vous, quoi. » Ah. Et chez moi, la question de la créativité n'a pas été très encouragée. Je pense qu'on a beaucoup soutenu la question intellectuelle, et pas forcément la question créative. Donc c'était un nouvel exercice, mais c'était pas du tout un exercice anodin, quoi. C'est venu de je sais pas d'où. Et quand je me suis mis à écrire, finalement, ça a fait sens. Aussi cette question du jardin, voilà, mon grand-père était maraîcher dans la plaine du Forêt, là pas très loin, donc je me dis pour aller remettre des jardins en psychiatrie, ça vient bien quelque part. Et puis en lisant, j'ai écrit donc sur mon grand-père et puis sur mon père aussi, qui avait beaucoup planté plein de choses dans plein d'endroits où on habitait, des palmiers, des orchidées, des hoyas. J'étais environné de nature en fait, et donc c'est toute cette si vous voulez, la mise en sens s'est fait bien malgré moi, quoi. Mais c'était troublant aussi de le vivre là où je pensais, là aussi tout à l'heure on parlait de la question
tes vulnérabilités. On pense avoir la maîtrise, en fait. Ça donne une forme d'illusion de maîtrise, en plus. J'ai l'impression, ces études. Et en fait, plus ça va, plus on comprend la complexité du monde, plus on découvre encore des choses. Et on parlait dans la voiture tout à l'heure de la question de comment la transe chamanique, par exemple, dont je pensais qu'il était encore quelque chose qui était un peu loin de la question de la science occidentale et que voilà, les choses cohabitaient. Bah, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'au Congrès français de psychiatrie en novembre, il y a une personne qui arrive à vivre des épisodes de transe et qui collabore maintenant avec des chercheurs, ils essayent de voir ce qui se passe. Enfin, il y a moins de tabous et en même temps, on y va vraiment, quoi. On va regarder, on va étudier, on va discuter. Et donc, c'est possible, en fait, de mettre en sens toutes les expériences qu'on peut avoir. Donc ça se discute. Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais enfin, ça me venait. Il y a aussi, si je me souviens bien, quelques études en ce moment qui travaillent aussi au microdosage de certains toxiques, donc de certaines drogues, notamment le microdosage de la kétamine pour la dépression, il me semble de mémoire. Il y a eu des essais avec les champignons, etc. aussi. Tout ça pour dire que ça rejoint aussi ce côté voyage initiatique, parce que moi je l'ai connu aussi dans mon parcours avec certaines drogues où ça m'a beaucoup impacté et où j'en ai vécu des expériences mystiques et sensorielles encore plus qu'avant. Et il y a eu l'art aussi qui a fait beaucoup de choses. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, je sais plus si c'est Romain ou Nicolas, au niveau moi je parle de langage commun. Le challenge quand on a la rencontre, c'est de réussir à transmettre ces expériences avec des mots que l'autre peut comprendre, qui vont pas créer une sorte de rejet, qui vont juste booster le dialogue et l'échange et l'empathie et la co-construction d'un parcours de rétablissement. Et moi je trouve ça vraiment important. Pardon, j'ai perdu le fil. Donc c'est salement ça que t'as retenu. Ouais, mais je crois effectivement que le choix, c'est un peu une illusion, ou c'est conditionné en tout cas. On a le choix dans lequel le choix est conditionné par l'environnement et par voilà oui c'est ça, la maison dans laquelle on est, dans le sens les murs ou l'espace dans lequel on est, où on peut avoir des choix plus ou moins riches et variés à disponibilité. Mais par contre effectivement, je crois beaucoup à l'intuition. C'est pas que j'y crois, c'est que je le vis. Et de plus en plus, et ça, c'est vraiment un travail de rétablissement et de vie que je fais. C'est être de plus en plus à l'écoute de cette intuition, accepter d'aller là où je sens que mais c'est pas une sorte de choix finalement, et puis de faire avec ce qui est en fait, et ça c'est pas le choix, c'est ce qui est, et en faisant avec ce qui est, avec une part d'intuition, donc quelque chose qui est pas forcément cartésien, on avance avec beaucoup plus de sérénité à l'instant présent, un pas après l'autre vers quelque chose d'inconnu qui est l'instant d'après. Et juste par rapport à Corinne Sombrin et qui est intervenue au CFP, donc voilà, pareil, je suis arrivée 3 minutes avant que ça commence, j'étais en retard, je voulais absolument aller la voir. Là, j'ai eu la place juste devant, qui restait au premier rang, c'était bien. Et moi je réagis au chant du tambour. Au chant du tambour. Donc je rentre en transe et j'ai découvert ça il y a 2 ans, par hasard. Mais ça m'a pas surpris. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? On parlait de dissociation tout à l'heure. Moi j'aime bien être dissociée. Quand c'est dans un instant et que ça finit... Tu es peut-être un derwish tourneur, comme on l'appelle chez nous, version féminine. Tu sais, les derwish tourneurs, là, qui rentrent en transe suite à des musiques... il y en a qui ont parlé de médecine avec des acides ou de la kétamine ou des champignons. Corinne Sombrin, elle parle de transe cognitive.
tout le travail de Corinne Sombrin avec Sainte-Anne, ça a été grâce aux électrodes. Elle a découvert par hasard, comme beaucoup, qu'elle réagissait au chant du tambour. Et son travail, comme elle était française et cartésienne, elle est allée voir des psychiatres à Paris, et puis elle a fait un travail avec l'INSERM, je crois, c'est ça. Et donc ils ont étudié ce qui se passait quand elle rentrait en transe. C'est au niveau des vibrations. C'est au niveau des vibrations. Les ondes. Les ondes, oui, c'est ça. Ouais, les ondes alpha, bêta, les états modifiés de conscience sont différents selon que tu es en transe, que tu es en état justement de délire, etc. C'est pas les mêmes, et sous drogue. Oui. Et c'est pas les mêmes faces, c'est pas exactement la même chose qui se passe dans le cerveau. Justement, dans les livres de Stanislas Grof, pour une psychologie du futur, il parle beaucoup des états modifiés de conscience. Voilà. Et moi, juste une remarque, parce que du coup, c'est vrai que ça m'intéresse la transe, forcément, puisque je rentre en transe. Et que aussi, j'ai un certain esprit scientifique. J'ai un master de bio en écologie microbienne à la base, donc c'est que j'aime quand même bien aussi certainement l'évidence-based medicine quelque part. Et d'ailleurs, la recherche sur laquelle on est sur les entendeurs de voix, c'est un peu essayer de trouver une manière de montrer qu'il y a des choses qui marchent au-delà des traitements chimiques. Mais comment prouver ça? Et c'est tout le travail, en fait, parce que toutes ces médecines parallèles, tous ces auto-soins qui peuvent partie du processus de guérison. Patricia Digan, elle parle quand même dans un article qui est traduit en français de rétablissement en tant que processus autogéré de guérison. Donc elle ne renie pas le lien entre le rétablissement et la guérison. Et elle parle d'auto-soins, de médecine personnelle. Et dans cette médecine personnelle, ben oui, il peut y avoir le sport, il peut y avoir la connaissance de soi, il peut y avoir la psychothérapie, il peut y avoir l'art, tout plein de choses. Des connexions, d'absence de connexions sensorielles, des diètes sensorielles, elle parle de plein de choses. Comment s'appelle la recherche sur l'entente de voix? Éden. Éden. Comme paradis d'Éden, comme paradis. Ouais, comme le jardin d'Éden. Et ça consiste en quoi, sans indiscrétion? C'est le début, hein, on est en cours, c'est proposer justement, on ne parle pas d'éducation thérapeutique, c'est toi qui as dit éducation thérapeutique, t'aimais pas. Ben, effectivement, on va faire de la formation à la santé mentale et au rétablissement de personnes entendeurs de voix et percepteurs de phénomènes pour mieux apprivoiser le phénomène d'entendre de voix et de perception de phénomène. Puis souvent, quand on entend des voix, des fois on voit des choses, on ressent des choses de face dans son corps, c'est pas que les voix. Et des angoisses liées à tout ça, etc. Et voilà, et on prend des traitements et beaucoup de gens, enfin la plupart, ceux à quels le programme sont résistants aux traitements, c'est-à-dire que même malgré les traitements qui peuvent être très forts, ils ont encore des phénomènes. Et donc c'est proposer des autres manières en parallèle des traitements, et pourquoi pas alléger l'ordonnance au bout d'un moment, de se soigner, de s'accepter, d'apprivoiser ce qui se passe, et d'améliorer le lien avec le phénomène, l'entente de voix. Et donc tout ça, après, il faut le prouver. Et c'est tout le travail de la recherche-action. C'est comment prouver qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément chimiques. Parce que je fais partie aussi d'une association strasbourgeoise qui s'appelle Au Bon Entendeur. C'est des entendeurs de voix et régulièrement, ils font des groupes de parole. Et il y en a qui sont bien insérés dans la vie sociale, qui travaillent, qui continuent d'entendre des voix, qui vivent très bien avec, et d'autres, voilà, sont parasités, pas tout le temps, mais ça leur arrive. Il y a des moments où ils sont parasités par des voix, mais il y en a d'autres qui arrivent très bien à vivre avec, et c'est ça qui est intéressant. Même et malgré des histoires, des scénarios bien construits, qui pourraient paraître pour des psychos vraiment bien farfelus, ils vivent très bien avec. Ils vivent très bien avec. Donc c'est exactement ce que tu dis, Hassan, c'est hyper important. En fait, finalement, c'est pas l'intensité de l'expérience, ni même la nature de l'expérience qui est importante, c'est comment on fait le lien avec soi et comment on l'accepte et comment on vit avec. Oui, c'est ça. Quel sens on donne en fait à ce qui nous arrive, en fait, c'est ça, en fait. Oui, le sens, c'est comment on apprivoise au quotidien ce qui se passe. Oui, j'ai du mal à mettre des mots sur personnel, mais il y a un mot qui me vient à vous écouter qui est celui d'un psychiatre du début du XXe siècle qui s'appelait Minkowski, qui dit que
qu'on on a une propension à vibrer avec l'ambiance. Et je trouve ce terme très beau, vibrer avec l'ambiance, c'est-à-dire et quand ça se dérègle, c'est une question d'allant de soi, enfin de flux dans lequel on est complètement plongé. Et il y a un moment où ça va se dérégler et il faut trouver les moyens de personnel ou autre ou avec se faire aider, etc. pour rétablir cette façon de finalement qu'on puisse vibrer, continuer à vibrer avec l'ambiance, avec les gens, avec la situation dans laquelle on est. Et je trouve cette expression particulièrement forte, y compris parce que ça veut pas dire qu'on est des êtres rationnels du tout. Voilà, il y a soit c'est fluide, soit ça l'est pas. Et quand c'est fluide, du coup ça, je pense qu'on se sent bien et qu'on est incapable de dire si ça vient de soi ou si ça vient d'autres choses, des autres, des animaux qui sont autour de nous, etc. Alors moi, le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé des mots, et j'ai oublié la question, Florian, mais le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'était culpabilité. Je sais plus pourquoi, mais je suis mon intuition. Alors peut-être parce que j'ai suivi un parcours de rétablissement au Centre des Glières avec le docteur Céline Roussel, qui est psychiatre. On a fait du remède rugby, des marches, des ateliers d'ETP. Et j'avais lu dans un des papiers, dans un des PowerPoint qu'elle nous présentait, que ma schizophrénie, ou une des schizophrénies, qui me ressemblaient, était peut-être d'origine religieuse. Alors, j'ai fait un lien entre mon éducation catholique, etc., et un profond fond de colère contre moi-même pour des événements que je ne pouvais plus maîtriser. J'étais plus capable de faire face à la réalité ou à ma réalité, et je me suis infligé en fait une souffrance maximale. Alors, volontaire ou pas volontaire, je sais pas. Ça fait très mal. Est-ce que comme Hassan, je souhaiterais pas à mon pire ennemi de le vivre? Hassan a raison, il vaut mieux pas. Ça fait pas du bien. Heureusement, il y a des anxiolytiques, etc., qui permettent ou de la kétamine, qui permettent de surnager. Mais le premier mot qui me venait à l'esprit, c'était culpabilité à cause de ma schizophrénie catholique. Mmh. Moi, je voulais répondre à cette question. En fait, moi, je crois beaucoup à l'effet papillon. Ça veut dire qu'un petit événement qui se produit quelque part, enfin des années par exemple en avant, peut chambouler toute une vie en fait. Et finalement, au niveau des choix qui s'offrent à nous, on en choisit un qui va peut-être définir souvent une grande partie de notre vie, alors que si on avait fait un autre choix, ça aurait fait exactement l'inverse. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut accepter qu'on ne maîtrise pas malheureusement, parce que on n'a pas des dons de voyance, on sait pas. Moi, je me pose beaucoup de questions. Moi, personnellement, dans ma tête, je fais beaucoup du chrony sur le voyage temporel. Je me demande beaucoup ce que je serais devenu si j'étais resté, par exemple, à Rouen, si j'avais pas choisi de déménager à Saint-Étienne, si j'avais accepté finalement de faire des études dans la comptabilité au lieu du commerce. Qu'est-ce qui serait passé Je m'imagine un peu ça dans ma tête. Et en fait, voilà, un petit choix peut engendrer pendant plusieurs années nos choix de vie. On remercie Geoffroy, Léo, Lucas, Hassan, Camille, Romain, Sylvain, Florian, Nicolas, Thomas, Amaury et Zachary, et vous qui nous écoutez et qui trouverez peut-être des résonances dans votre vécu.